Merci. C'est bon? Ok. Non, ça fonctionne? Non. Non? Non. Merci. C'est un peu difficile de prendre la parole après cet hommage que je vous remercie d'avoir voulu rendre aux victimes de la migration, aux victimes de la guerre aux migrants. C'est bon pour la traduction? Oui? Plus fort? En français plus fort, comme ça? Ce sera bon comme ça? Je voudrais aussi apporter mes remerciements les plus vifs, les plus chaleureux aux organisateurs de ces journées, aux amis de la PDHA notamment, qui sont là continuellement, attentifs à toutes les attentes. Je suis un peu émue, excusez-moi, après cet hommage. Les remercier aussi de me permettre de partager avec vous quelques-unes des réflexions et des propositions que porte le réseau Migre-Europe que je représente aujourd'hui et dont la PDHA fait partie, comme plusieurs associations espagnoles. Le sujet qu'il m'a été demandé de traiter concerne les violences aux frontières politiques européennes. C'est un thème qui est au cœur des travaux de ce réseau Migre-Europe, qui réunit non seulement des associations, mais aussi des chercheurs en Europe et en Afrique, qui sont préoccupés par l'évolution de la politique migratoire de l'Union européenne et sur ses conséquences sur le respect des droits des migrants. Avant de vous présenter quelques-unes des manifestations les plus symptomatiques des conséquences de cette politique migratoire, parmi celles que Migre-Europe a tenté de recenser dans ses enquêtes, dans ses recherches, dans ses travaux, je voudrais vous livrer quelques éléments de réflexion sur la notion de frontière. On utilise souvent l'expression Europe forteresse pour décrire la politique européenne de contrôle de ses frontières. C'est une notion qui n'est pas tout à fait exacte, puisque cette forteresse, qui est certes bien réelle et bien visible à certaines des limites de l'Europe, l'image qui est derrière mon dos le montre, et quand la frontière se présente comme ça, c'est vraiment une forteresse pour les migrants qui essayent d'escalader ces grillages ici à Melilla. C'est une forteresse qui est remplie de brèches légales et de brèches illégales. Des brèches légales d'abord, avec tous les mécanismes de sélection que mettent en place les pays européens pour choisir les immigrés dont ils ont besoin. Et pour donner juste un exemple de ces mécanismes, l'Union européenne est en train d'adopter le principe d'une carte bleue européenne sur le modèle de la Green Card américaine, qui est destinée à attirer les migrants hautement qualifiés, ceux qui manquent dans certains secteurs de l'économie des États membres de l'Union, et qui est destinée aussi à éviter qu'ils ne partent vers les États-Unis ou le Canada, dans une espèce de concurrence des pays riches pour capter les cerveaux et les énergies là où elles sont présentes. Pour ces migrants hautement qualifiés, les formalités et les délais d'attente seront allégés pour faciliter leur venue en Europe. Par exemple, alors que le regroupement familial est aujourd'hui soumis à des conditions de plus en plus strictes et de plus en plus dissuasives dans les pays européens, les étrangers à qui est destinée cette carte bleue pourront faire venir facilement les membres de leur famille qui pourront s'installer et travailler à leur côté.
La forteresse est aussi percée de brèches illégales. Ce sont celles qu'utilisent les migrants, qu'on appelle des clandestins. J'utilise ce mot avec beaucoup de précaution. Ces brèches illégales, c'est une autre façon pour les pays européens de filtrer la force de travail utile, parce que ceux qui parviennent à franchir illégalement les frontières, parce qu'on n'a pas voulu leur donner les moyens de les franchir légalement, parce qu'on n'a pas voulu leur délivrer de visa, deviennent, une fois arrivés en Europe, les sans-papiers, sans voix, sans droit, sans possibilité de revendication, sans défense, à la merci du moindre contrôle d'identité, risquant l'expulsion à tout moment. Tous ces ingrédients, tous ces éléments sont idéaux pour en faire les proies faciles du travail au noir, très répandu dans certains secteurs d'activité, dans les pays industrialisés. C'est le cas du bâtiment, de l'agriculture et de la restauration, qui probablement ne pourraient pas survivre dans nos pays sans le recours aux travailleurs étrangers, le plus souvent en situation irrégulière. Cette fausse forteresse se manifeste aussi, se caractérise aussi par la grande malléabilité de ses frontières. D'ailleurs, en parlant de frontières politiques, c'est le titre qui a été donné à cette intervention, on sous-entend que les seules frontières de l'Europe ne sont pas ces frontières physiques, celles qui sont dessinées sur les cartes de géographie. Le constat n'est pas nouveau. Dans un texte qui date des années 20, qui porte sur l'évolution linguistique du terme frontière, un auteur français, Lucien Febvre, soulignait déjà que la frontière n'est en rien une ligne de démarcation naturelle et linéaire, comme on pourrait le croire, par exemple une montagne ou un fleuve ou un rivage, mais bien un projet politique. L'exemple le plus net de ce projet politique qui fait des frontières, c'est le découpage de l'Afrique par les colonisateurs. Les frontières doivent par conséquent être analysées en partant non pas des limites physiques elles-mêmes, mais du projet de l'entité politique qui les a conçues. Et de fait, dans le cas de l'Europe, on assiste depuis une vingtaine d'années à un déplacement progressif des frontières physiques, de plus en plus loin de celles-ci. Une première phase de ce déplacement, qu'on pourrait appeler un déplacement interne, est déjà achevée. L'Europe a inventé un modèle politique original fondé sur la libre circulation à l'intérieur de l'espace que composent ses 27 États membres. Cette libre circulation était l'un des éléments du traité fondateur de l'Europe de 1957 et elle a été consacrée en 1986 avec la décision de supprimer les contrôles aux frontières intérieures pour permettre que cette libre circulation soit effective, non seulement pour les biens, les capitaux et les services, ce qui était déjà le cas au début des années 80, mais aussi pour les personnes, ce qui n'était pas encore le cas, en tout cas pas pour tout le monde. Il reste des restrictions au principe de liberté de circulation des personnes à l'intérieur de l'espace européen. Si vous avez assisté hier à la conférence qui a été donnée par Catherine Teul, elle vous a expliqué que des ressortissants originaires de Roumanie ou de Bulgarie, ou encore des Roms originaires de n'importe quel pays de l'Union européenne, voient leur circulation entravée au franchissement des frontières internes. Mais globalement, la suppression des contrôles pour le passage d'un pays de l'Union européenne à l'autre a été progressivement mise en place au cours des 20 dernières années. Cela s'est fait d'abord dans le cadre de la Convention de Schengen, qui ne regroupait à l'origine, dans les années 90, que quelques pays considérés comme les plus fiables, ceux qui se faisaient confiance entre eux, l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et puis petit à petit, le mécanisme Schengen a été étendu à tous les États membres de l'Union européenne, faisant de l'Europe des 27 cet espace où la libre circulation est assurée pour ceux qui sont à l'intérieur. Mais il y a une contrepartie. Cette contrepartie, c'est le renforcement des frontières extérieures qui devient, à partir de la fin des années 90,
et plus encore à partir après le 11 septembre 2001, un des axes prioritaires de la politique migratoire de l'Union européenne. Ce renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne se fait sur la base d'un principe de solidarité, puisque les frontières sont abolies à l'intérieur de l'espace. Les pays qui forment la frontière du territoire Union européenne doivent être protégés parce qu'ils ont la responsabilité de la sécurité à l'intérieur de tout l'espace européen. Je reviendrai sur les différents volets de cette politique, mais je voudrais vous donner tout de suite une illustration de ce renforcement des frontières extérieures, en sachant que renforcement ne veut pas dire fermeture totale, mais bien filtrage. Le premier outil de ce filtrage, c'est la politique des visas, qui a été mise en place au niveau européen avec le système Schengen, qui organise la circulation des personnes vers l'Europe. Alors, je vais essayer de me servir. Voilà. Vous avez ici une carte qui a été élaborée à partir des listes de pays établis par les concepteurs du système Schengen pour la délivrance de visas. D'accès à l'espace Schengen, devenu maintenant l'espace européen, et qui est représenté ici en bleu. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de donner de grandes explications pour la lecture de cette carte. Les trois couleurs représentent assez bien l'idée que se font les policiers européens du degré de dangerosité des étrangers susceptibles de vouloir venir dans l'espace européen. Vous voyez que la contrepartie de la réalisation de l'espace bleu, celui de l'Europe de la libre circulation, c'est la mise sous contrôle d'une très grande partie de la planète jugée menaçante et qui est dessinée ici en rouge, qui va être soumise à des conditions d'accès de plus en plus difficiles au fur et à mesure que les techniques de fichage et de mise en commun des données se perfectionnent. On a d'abord eu un système d'information Schengen, qui est une grande base de données européenne. On s'oriente maintenant vers un système mondial de gestion et donc de croisement de ces données, avec un projet actuellement discuté au sein des instances de l'Union européenne d'enregistrement de toutes les entrées et de toutes les sorties du territoire européen, enregistrement qui serait compensé par un système de facilitation des franchissements des frontières pour les personnes dites de bonne foi. On ne connaît pas encore le détail de ce futur dispositif, mais je suis prête à parier que les pays représentés ici en rouge... Trop rapide? They stop the translation. Okay. Se paró. Sí. Sí. Non, le bleu de... Ahora sí. Mais on se représente à peu près quand même. You can continue. Ok. Donc j'étais en train de parler de ce système qui est en train d'être mis en place par l'Union européenne, d'enregistrement de toutes les entrées, de toutes les sorties du territoire européen, avec un système de facilitation du franchissement des frontières pour les personnes de bonne foi. Et l'expression de bonne foi étant dans le texte du projet européen. Et je pense qu'on peut, sans trop extrapoler, imaginer que peu de personnes de bonne foi seront considérées de bonne foi dans les zones coloriées ici en rouge ou orange.
Mais les gouvernements européens, même s'ils travaillent au perfectionnement du système de délivrance de visas ou d'autorisation d'entrée sur leur territoire, savent bien que ces systèmes ne suffisent pas à verrouiller l'accès du territoire européen. C'est pourquoi beaucoup d'autres dispositifs ont été mis en place en parallèle pour lutter contre l'immigration irrégulière, c'est-à-dire l'immigration de ceux qui n'auront pas la chance d'obtenir une autorisation d'entrée, et on sait que c'est de plus en plus difficile pour les pays soumis à visa. Ces dispositifs organisent, après la première phase de déplacement interne aux frontières extérieures de l'Union européenne, une deuxième phase de déplacement des frontières, cette fois-ci beaucoup plus loin, bien en amont des frontières physiques de l'Union. Je voudrais donner quelques exemples pour illustrer cette deuxième phase. On a d'une part la délocalisation des frontières, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir à effectuer les contrôles à l'arrivée des personnes considérées comme indésirables, l'Europe s'emploie à déplacer ces contrôles avant leur arrivée. Elle a ainsi créé en 2003 un corps d'officiers de liaison, immigration, qui sont des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, qui sont envoyés par exemple dans les aéroports des pays d'émigration pour aider leurs collègues locaux dans le repérage des potentiels migrants clandestins, pour aider à l'identification des faux documents, pour aider à l'identification des visas, etc. C'est ainsi qu'on trouve, par exemple, des policiers français à l'aéroport de Ouagadougou qui vont aller jusqu'à monter dans les avions qui sont en provenance d'autres pays africains et en transit au Burkina, juste en escale avant l'Europe, et qu'ils vont éventuellement faire débarquer des passagers qui seront montés à Bamako ou ailleurs, dont ils considèrent que les documents sont suspects, et ces personnes seront refoulées. En intervenant avant le départ, ou comme dans le cas de Ouagadougou en cours de voyage, le système réduit proportionnellement la charge du contrôle à l'arrivée. Un autre exemple de la délocalisation des contrôles, c'est la création de l'agence Frontex en 2005, cette agence qui coordonne les opérations policières de contrôle aux frontières effectuées par des policiers des différents États membres ou des fonctionnaires des différents États membres de l'Union européenne. On connaît surtout Frontex pour des opérations d'interception maritime, mais elle intervient aussi aux frontières terrestres, comme par exemple ce qu'on appelle la frontière verte dans la montagne entre l'Ukraine et la Pologne. Des centaines de migrants tentent chaque année de franchir cette frontière verte pour rejoindre l'Europe, parmi lesquels de nombreux Tchétchènes. C'est une route très dangereuse. Au mois de septembre 2007, trois petites filles tchétchènes sont mortes dans la forêt entre la Pologne et la Slovaquie, après avoir perdu les adultes avec qui elles avaient fait route. Et si je parle de ces trois petites filles, c'est parce que l'information a filtré, a été diffusée par la presse, et en Europe, dans quelques pays d'Europe, l'opinion s'est émue de ce drame. Mais pourtant, les personnes qui travaillent habituellement dans cette zone savent que cet accident n'en était qu'un parmi des centaines d'autres, et qu'ils sont devenus, ces accidents, de plus en plus fréquents depuis que Frontex effectue des contrôles serrés entre l'Ukraine et la Pologne. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un dispositif vient renforcer le contrôle des frontières, le prix des passeurs augmente et la dangerosité des passages aussi. Le même raisonnement peut être appliqué aux frontières maritimes. À la fin août 2007, votre ministre de l'Intérieur en Espagne se félicitait d'une diminution des arrivées de Cayucos aux îles Canaries de l'ordre de 70% en un an, c'est-à-dire depuis que Frontex avait commencé ses interventions entre la côte africaine et les Canaries.
Mais au cours de la même période, des sources officielles, espagnoles aussi, recensaient une augmentation de 50% du nombre de cadavres retrouvés sur les côtes. Quand on rapproche ces deux chiffres, diminution du nombre de bateaux arrivés et augmentation du nombre de cadavres retrouvés, c'est très effrayant parce qu'on imagine bien, on se représente bien du coup le rapport entre l'efficacité des contrôles et la dangerosité et le côté mortifère de la migration.